Donc l'idée maintenant, c'est qu'on va voilà, traiter toutes ces bonnes pratiques. On les a classées en 3 sections. Donc d'abord la partie conception et dimensionnement, donc tout ce qui va toucher à cette partie-là et toutes les bonnes pratiques qu'on va pouvoir avoir à ce niveau. Ensuite, une partie réalisation, donc bon, voilà, forage, schéma hydraulique, etc. Et une troisième partie sur le suivi, l'exploitation et la maintenance. Et donc, je vais commencer par vous présenter du coup tout ce qui va toucher à la conception. Donc, tout d'abord, donc un point clé dans la conception évidemment d'une installation, c'est le bon dimensionnement du système de captage. Et donc, dans le cas de la géothermie sur sonde, on va commencer par là, le bon dimensionnement du champ de sonde, donc qui va être évidemment lié à celui de la pompe à chaleur. Donc en fait, ce dimensionnement, il doit répondre évidemment précisément aux besoins du bâtiment, voilà, ni plus ni moins. Et les défauts courants qu'on a dans ouais, c'est les audits, et puis voilà, plus largement sur le terrain. Donc c'est d'un côté un surdimensionnement de ce champ de sonde et d'un autre, à contrario, un sous-dimensionnement. Et en fait, les conséquences directes qu'on va avoir, donc dans le cas d'un champ de sonde surdimensionné, bon, évidemment, on va générer un surinvestissement qui ne va pas forcément se justifier économiquement. Donc, on va avoir un surcoût du forage, voilà, lié à forcément la réalisation d'un nombre inutile de sondes. On va avoir ce qui va être lié après par la suite, donc c'est le surcoût des raccordements horizontaux, un surcoût qui va être lié au surdimensionnement de la pompe à chaleur potentiellement en conséquence, hein, vu qu'on va adapter aussi en fonction. Mais en fait, on ne va pas avoir réellement d'impact sur la pérennité du système à long terme, hein, dans le cas du surdimensionnement. Ça va plus être quelque chose économique. Et dans le cas d'un sous-dimensionnement du champ de sonde, donc là, ça va être différent parce que si on sous-dimensionne, on va avoir une surexploitation des capacités du champ de sonde qui va faire diminuer la température voilà, du gisement qu'il y a, enfin du sous-sol, hein, donc proche des sondes. Ça va dégrader après, à long terme, la performance de la pompe à chaleur, hein. Euh, et ça peut entraîner une augmentation des consommations électriques, une mise en sécurité de la pompe à chaleur. Et dans les cas voilà, les plus graves, ça va être le gel du sous-sol autour de la sonde qui peuvent induire des fissures dans le sol. Et voilà, là, c'est vraiment, on est dans le cas les plus graves. Mais voilà, la première chose, c'est surtout une dégradation des performances. On peut le voir là sur les graphiques que je vous présente à droite. Donc, c'est l'évolution de la couverture des besoins dans le cas du sous-dimensionnement. Vous voyez en rouge la ligne tout en haut sur le premier graphique. Donc, ça représente les besoins énergétiques du bâtiment. Et du coup, on va avoir deux types de dimensionnement. Donc, en bleu, c'est, on va dire, un dimensionnement qui est bon. Euh, euh, et en jaune, ça va être un sous-dimensionnement. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, dans le cas du bon dimensionnement, on va venir couvrir les besoins du bâtiment. Avec le temps, évidemment, on va avoir une petite diminution à la marge, mais voilà, qui est classique. Mais on voit surtout dans le cas du sous-dimensionnement, que en fait très rapidement, au bout de quelques années, voilà, par les conséquences que je vous ai présentées avant, on va avoir vraiment une diminution des besoins couverts, et ce qui va faire évidemment que voilà, ce système il sera pas optimal évidemment pour chauffer ou rafraîchir les besoins du bâtiment. Le graphique dessous, donc il montre l'évolution de la température du sol dans le cas d'un sous-dimensionnement et dans le cas d'un bon dimensionnement. Donc voilà, c'est ce que je vous disais aussi, que la température, elle peut diminuer si on sous-dimensionne. Donc on peut le voir, hein. Donc le cas du sous-dimensionnement, on voit en fait que la température, de la même manière, c'est aussi en lien avec la couverture des besoins du dessus. La température, elle va rapidement diminuer pour le sous-sol. Et si la température du sous-sol diminue, évidemment que les performances de la pompe à chaleur derrière pour chauffer le bâtiment, elles seront moins bonnes.
puisque voilà, la pompe à chaleur a été dimensionnée à la base pour une certaine température du sous-sol, qui évidemment fluctue, mais à la marge. Mais dans le cas d'un sous-dimensionnement, ces fluctuations, elles ne seront pas à la marge. Euh, Voilà. Alors, ce qu'on vous présente maintenant, c'est toujours sur le dimensionnement du champ de sonde, c'est les moyens de résolution dans le cas où, évidemment, on a ces anomalies qui sont présentes. Donc, dans le cas du surdimensionnement, bon, on n'a pas vraiment de mesures correctives, hein, comme je vous l'ai dit. Ça ne pose pas de réels problèmes sur la performance de l'installation. Donc, mais l'installation peut permettre, en revanche, si elle a été surdimensionnée, d'aller, par exemple, couvrir des besoins supplémentaires du bâtiment existant, donc si on fait une extension, ou alors si on raccorde un autre consommateur à proximité, voilà, ça peut être l'idée pour arriver à un équilibre économique, voilà, un meilleur équilibre économique, pardon. Dans le cas donc du sous-dimensionnement, ce qu'on a comme moyen de résolution, c'est typiquement de mettre en place des sondes géothermiques complémentaires, ou alors d'avoir donc ce qui nous amènerait évidemment à faire davantage de forage et rajouter des coûts supplémentaires évidemment à la suite de la première installation. La deuxième option, c'est d'avoir un recours à un système de relève de la pompe à chaleur géothermique, donc un appoint, hein, ce qui se fait aussi régulièrement. Bon, ça peut être, voilà, ça peut être une pompe à chaleur aérothermique, une chaudière gaz qui vient en appoint et qui est souvent aussi utilisée en secours. Et après, on peut avoir aussi des mesures de régulation de la pompe à chaleur avec une diminution des températures de consigne et par exemple la mise en place un régime réduit nocturne, voilà, pour pouvoir ne pas surexploiter justement le champ de sonde. Ça, c'était les moyens de résolution dans le cas où, voilà, où on est passé, où on a les anomalies qui sont présentes. Maintenant, ce qu'on vous présente et voilà, ce qu'on veut garder en tête au final, c'est les bonnes pratiques en fait pour éviter voilà, ce type d'anomalie et de contre-performance. L'idée, c'est qu'un champ de sonde géothermique il doit être dimensionné pour fournir sur une longue période les besoins énergétiques du bâtiment raccordé, ou des bâtiments raccordés. Du coup, il faut que le dimensionnement il soit réalisé par un bureau d'études compétent avec des outils adaptés, c'est-à-dire qu'il va falloir réaliser notamment une modélisation du champ de sonde en utilisant les logiciels adaptés. Dans le cas de champs de sonde importants, c'est-à-dire plus de 1000 mètres linéaires de sonde, et dans d'autres cas spécifiques, on a la réalisation d'un test de réponse thermique qui va être intéressant pour voilà, venir affiner cette modélisation et garantir aussi la précision de la modélisation. Donc ça, c'est ce qui peut voilà, se faire dans le cas de grands champs de sonde pour vraiment être davantage voilà, plus précis sur ce qu'on va dimensionner. Voilà ce qu'on peut garder en tête comme bonne pratique sur le dimensionnement du champ de sonde. Voilà, n'hésitez pas toujours à poser vos questions dans le chat, on y répondra. Si maintenant on passe et on fait le parallèle sur évidemment pareil le dimensionnement donc de la source de captage, mais pour une géothermie sur nappe. Mais de la même manière, il va falloir bien dimensionner le forage de production et celui de réinjection. Et ça va être des paramètres déterminants pour garantir toujours le bon fonctionnement et la performance de l'installation. Donc, notamment un paramètre important hein, quand on dimensionne donc un doublé de forage en géothermie sur nappe, ça va être l'espacement entre les deux forages du doublé. Donc les défauts courants qu'on a, c'est évidemment d'avoir un trop faible écartement entre les forages du doublé. Donc bon, avoir on n'a jamais un trop gros écartement des forages. Hein, c'est toujours, on va dire, potentiellement plus vertueux de les écarter si on a la place. Mais dans le cas d'un trop faible écartement des forages, en mode chaud, donc quand on veut produire de la chaleur dans notre bâtiment, on va en fait, si on n'a pas assez écarté les forages, on va créer une bulle froide dans la nappe au niveau du forage de réinjection. Donc ça, c'est ce qui se passe naturellement, hein, évidemment.
Et en fait, si cette bulle elle atteint le forage de production, donc là on va prélever l'eau, et en fait la température de l'eau elle va diminuer graduellement donc au niveau du forage de production, ce qui va entraîner en fait forcément une dégradation des performances de l'installation, hein. Parce que évidemment, toujours pareil, la pompe à chaleur elle va être dimensionnée pour venir prélever de l'eau à une certaine température et ensuite voilà, permettre de chauffer euh, le bâtiment voilà, à une température de consigne. Si cette température au forage de production elle diminue, en fait, on va avoir voilà, une dégradation des performances. Dans le pire des cas, on peut avoir la mise en défaut de la pompe à chaleur et parfois voilà, voilà, conduire à l'arrêt complet de l'installation. Donc, ce qu'on voit à droite, là, le graphique que je vous présente, euh, donc c'est l'évolution de la température au puits de production selon deux configurations d'écartement. Euh, et donc ce qu'on voit, donc on a le temps de percée. Donc le temps de percée, c'est bon, le temps nécessaire, on va dire, pour constater une diminution de la température au forage de pompage par l'arrivée d'eau refroidie en provenance du forage de réinjection. Ce qu'on voit sur cette figure, dans le cas de deux écartements différents, en rouge, on a un écartement plus important, et en bleu, on va avoir un écartement insuffisant entre les deux forages. Ce qu'on voit, c'est que pour la courbe bleue, on va avoir une diminution de la température de 0,4 degrés pour un écartement qui est faible, alors que dans le cas d'un écartement qui est plutôt bon, on va avoir une diminution de la température de seulement 0,15 degrés. Et là, c'est en prenant en considération, on parle à l'échelle de mois, hein, uniquement. Euh, L'idée, c'est voilà, c'est de voir que en fait, on peut avoir un vrai impact sur les performances du système. Et de la même manière, c'est les bonnes pratiques, on va les voir, hein, je vais vous les présenter. Donc, je vous présenterai les bonnes pratiques après. D'abord, les moyens de résolution. Dans ce cas-là, si on a un écartement trop faible, une fois les forages réalisés, bon, la géométrie du système elle va être plutôt figée et ça va être compliqué de déplacer un forage existant ou de supprimer durablement cette interaction thermique. Ce qu'on a en fait comme correctif, c'est des solutions, mais qui vont permettre un fonctionnement forcément dégradé du système. Donc typiquement, ça peut être l'ajustement des températures de consigne, mais bon, voilà, qui vont évidemment être une solution que marginale. Ça va être d'adapter aussi les régimes d'exploitation, donc réduire les débits pompés, réduire les puissances instantanées, voilà, avoir par exemple un fonctionnement plus intermittent. Ça va être de la manière que pour de la géothermie sur sonde, évidemment avoir un renfort par un système de relève, un appoint qui va venir soulager la nappe, mais évidemment qui va dégrader l'équilibre économique et énergétique. Euh, et sinon, voilà, une solution qui va être beaucoup plus coûteuse, ça va être la création d'un nouveau forage, et qui est évidemment rarement faisable en rénovation. Donc voilà, c'est plutôt voilà, une anomalie à éviter. Et donc les bonnes pratiques pour cela, c'est toujours pareil de venir modéliser par un bureau d'études hydrogéologue qualifié. Euh, donc voilà, on a mentionné les qualifications avant. euh, Se doubler et voilà, vraiment le modéliser en fonction à la fois du sens d'écoulement de la nappe, des données hydrogéologiques, pardon, des consommations prévisionnelles à la conception de l'opération, euh, et éventuellement euh, d'adapter cet écartement des forages suite aux résultats des essais de pompage qu'on aura fait sur le premier ouvrage du doublé. Si on voit que voilà, ce qu'on a pu modéliser voilà, en fait, diffère un peu de la réalité, on va pouvoir, une fois le premier forage réalisé, adapter voilà, notre modélisation et potentiellement devoir faire un forage voilà, un peu plus écarté pour être sûr qu'il n'y ait pas de d'interférence entre les deux forages.
on a sur la droite voilà, un exemple de modélisation d'un doublé de forage. Et en fait, on voit, on a les deux puits, hein, le puits de réinjection, donc qu'on a, les puits sont en noir, puits de réinjection, puits de production. Et on voit en fait que le puits de réinjection, évidemment, quand on réinjecte, on a un impact sur la température de la nappe qui est modélisé avec voilà, les couleurs qu'on peut voir. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment que on n'ait pas du coup l'impact que voilà que cette modélisation là, elle vienne pas jusqu'au puits de production. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas assez écarté nos fourrages. Donc ça, tout ça, c'était pour la partie captage. Donc maintenant, on passe à la suite sur l'installation, c'est la pompe à chaleur. Où évidemment, toujours le dimensionnement va être primordial pour pouvoir couvrir les besoins thermiques. Donc, de la même manière, les défauts courants, ben, ça va être d'une part un sous-dimensionnement et à contrario un surdimensionnement. Bon, voilà, on peut avoir aussi d'autres défauts comme juste le choix d'une PAC qui serait inadaptée ou avec de mauvaises performances intrinsèques. Par exemple, si on n'a pas pris en compte les besoins en froid, en géocooling, dans le choix de notre pompe à chaleur. Si on a sélectionné une pompe à chaleur qui ne serait pas forcément adaptée aux températures d'émetteurs élevés, si c'est le cas et qu'on a des émetteurs élevés. Si on a choisi une pompe à chaleur seulement voilà, en se basant sur le prix et non sur vraiment les performances. Enfin voilà, on a ces critères à respecter. Et en fait, les conséquences qu'on peut avoir, dans le cas du sous-dimensionnement, évidemment, c'est de pas venir, ne pas couvrir les besoins thermiques du bâtiment. Donc, on va forcément solliciter de manière plus importante la ressource, et donc il va y avoir un risque de refroidissement de la source, comme on a vu tout à l'heure. Dans le cas d'un surdimensionnement, donc le surdimensionnement, des fois, il peut ne pas forcément être mis en évidence, hein. Toujours pareil, ça va surtout apporter des surcoûts à l'investissement, donc à la fois surcoûts sur la pompe à chaleur, mais évidemment aussi les auxiliaires qui vont forcément être liés et le dispositif de captage souterrain aussi. Dans certains cas, on va avoir des raccourcissements quand même de cycle de la pompe à chaleur, hein, puisque voilà, on a choisi une pompe à chaleur qui serait peut-être trop puissante par rapport à nos besoins, et du coup, ça va dégrader les performances et ça va apporter un vieillissement prématuré voilà, à tout le système. On peut avoir évidemment toutes les surconsommations qui vont être amenées, puisque si on surdimensionne à la fois la pompe à chaleur et les auxiliaires qui en découlent, voilà, on va surconsommer en termes d'énergie à tous les niveaux. Et donc, on va diminuer fortement le coefficient de performance de la pompe à chaleur, puisqu'on aura voilà, des consommations qui seront plus importantes pour voilà, ce qu'on va fournir au bâtiment. Donc sur le graphique à droite, ce qu'on voit, c'est le coût de l'énergie en fonction du dimensionnement de la PAC. Et en fait, ce qu'on veut montrer sur ce graphique, donc vous avez le coût de l'énergie à gauche, sur l'échelle de gauche, et en bas, vous avez le nombre d'heures de fonctionnement en pleine puissance de la pompe à chaleur. En fait, ce qu'on veut voir sur ce graphique, et qui apparaît assez clairement, c'est que le coût du mégawattheure, il va diminuer lorsque le temps de fonctionnement va augmenter. Et en fait, on voit assez simplement que, on va dire, la solution optimale et que voilà, qu'on a tendance aussi à annoncer la plupart du temps, c'est d'avoir une pompe à chaleur qui a 2000 heures par an de fonctionnement équivalent pleine puissance. Donc si on est à moins que ça, voilà, on va souvent avoir un coût de l'énergie qui va être plus important, et voilà, on aura un équilibre économique qui va être moins intéressant. Donc là, pour aller un peu plus loin, moi je vais aller un peu plus rapidement, mais pour aller un peu plus loin, si on regarde un peu concrètement l'impact du dimensionnement de la pompe à chaleur sur l'équilibre économique et énergétique du projet, voilà, le graphique que je vous présente, bon, il illustre le dimensionnement du pompe à chaleur sur un champ de sonde en fonction de la monotonne de puissance. Donc là, c'est dans le cas d'un EHPAD de 2500 mètres carrés avec environ 100 kW de déperdition. Donc la monotone de puissance, pour rappel, hein, c'est une façon de représenter les besoins de chaleur d'un bâtiment sur une année.
avec ces besoins de chaleur qui sont classés du plus élevé au plus faible en termes de puissance. Et en fait, au lieu de suivre l'évolution heure par heure, on va vraiment trier toutes les puissances demandées et on les range par ordre décroissant. Donc en fait, ici, on va comparer trois niveaux de dimensionnement. Donc une pompe à chaleur qui va être surdimensionnée à 120% des déperditions et qui va permettre derrière de couvrir 100% des besoins. Une pompe à chaleur qui va être dimensionnée à 80% des déperditions. Donc quand on dit à 80% des déperditions, c'est en fait dimensionné à 80% de la puissance. Euh, et du coup, on va venir couvrir, dans ce cas-là, à 80%, on va venir couvrir 98% des besoins énergétiques du bâtiment. Et si on dimensionne à 60%, on va venir couvrir 90% des besoins. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que, en fait, couvrir 100% des besoins avec la pompe à chaleur, donc couvrir les 100 kW de déperdition, on voit que c'est pas forcément optimal, en fait. Si on réduit légèrement la puissance installée, ben, ça a un impact très limité sur le taux de couverture énergétique, hein, entre 120% et 80% de la couverture des déperditions. On voit que voilà, un taux de couverture il passe de 100 à 98%. Parce qu'en fait, ben, les pointes de puissance qu'on voit là tout à gauche sur la monotone, elles sont quand même peu fréquentes dans l'année. Et donc, voilà, vouloir absolument couvrir la pointe de puissance la plus élevée, c'est pas forcément ça permet pas forcément un équilibre économique aussi. Donc, si on regarde là ce que ça change selon le niveau de dimensionnement, donc dans le cas d'une pompe à chaleur qui serait surdimensionnée, on va couvrir 100% des besoins sans appoint. Et du coup, on va installer une PAC de 120 kW. Et surtout, ben, forcément, le champ de Saude qui en découle, 1950 mètres linéaires, voilà, ça va représenter environ ce qu'on a mis là, 156 000 euros. Donc, on va être sur un système voilà, qui va être cher pour couvrir des pointes qui sont des points de puissance qui sont très peu fréquentes. Si on descend à droite à 80% des pointes de, de déperdition, ben, la production de la pompe à chaleur, on voit qui va rester quasiment identique et on passe de 200 mégawattheures sur le dimensionnement précédent à 196 mégawattheures. Donc, on a une production qui est quand même très proche. Le taux de couverture, il est toujours très élevé. On est toujours à évidemment 98%, comme on a dit. Et l'appoint, il reste toujours assez marginal. On est sur un appoint qui va fournir 4 mégawattheures. Par contre, le gain sur l'investissement, là, on voit qu'il va être quand même assez significatif. On va passer à 120 000 euros en termes de coût pour les sondes au lieu de 156 000. Donc, on va économiser quand même, voilà, euh, on va économiser beaucoup et avoir un impact ben, faible énergétiquement. On reste sur quelque chose de très similaire. Si on pousse plus loin la réflexion, donc à 60%, la pompe à chaleur elle va produire bah, toujours 180 mégawattheures, donc c'est quand même assez élevé. Hein. Donc on a un peu diminué. L'appoint il va augmenter un peu plus, du coup il va passer à 20 mégawattheures. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que le champ de sonde, en termes de coût, on va être sur 96 000 euros. Donc là, on va réduire vraiment drastiquement l'investissement comparé au premier dimensionnement. C'est voilà, 60 000 euros d'économiser. On va dépendre un petit peu plus de l'énergie d'appoint, mais en fait, on va en dépendre surtout quand on a de fortes pointes voilà, de puissance qui sont appelées. Bon, en fait, globalement, c'est l'hiver, voilà, lors des très grands froids. Donc, ce qu'on voit clairement ici, ce que je vous présentais, c'est que voilà, la production globalement de la pompe à chaleur entre ces trois dimensionnements, elle varie vraiment assez peu. Alors que l'investissement, lui, il varie quand même de manière conséquente. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on veut montrer quand on dimensionne avec la monotone, c'est que en fait, des pics de puissance, ça coûte voilà, cher à couvrir forcément, mais ça apporte peu d'énergie sur l'année, hein, d'énergie produite par la géothermie. Donc l'enjeu, quand on dimensionne une pompe à chaleur, c'est pas de viser 100% des déperditions couvertes par la pompe à chaleur.
Mais c'est de trouver un bon compromis entre le taux de couverture et le coût d'investissement et le temps de fonctionnement. En pratique, les dimensionnements autour de 60 à 80% des déperditions, c'est souvent ceux qui permettent d'atteindre un peu l'optimum technico-économique. Mais voilà, ça peut être voilà, variable selon les installations. Donc voilà, on va dire les moyens de résolution. Donc dans le cas où dans le cas où on va sous-dimensionner la pompe à chaleur, donc les moyens de résolution, ça va être la mise en place d'un appoint ou d'une relève, donc chaudière ou alors une résistance électrique. Possible, on peut ajouter une pompe à chaleur complémentaire. Voilà, où du coup on va avoir une pompe à chaleur potentiellement qui va venir couvrir donc en fait, la pompe à chaleur existante, elle va être conservée et elle va servir un peu pour, on va dire, la charge de base. Et la pompe à chaleur complémentaire, elle va être mobilisée pour les pointes de puissance ou en secours. Bon, c'est pas voilà, c'est pas forcément ce qui est fait la plupart du temps, c'est plus d'utiliser un appoint. Euh, Ensuite, en cas de surdimensionnement, l'idée, c'est que les moyens de résolution, ça va être de réduire un peu justement les cycles courts en améliorant la régulation, donc par exemple la modulation, avoir un ballon de tampon, enfin voilà, adapter ces facteurs-là. Ça va être abaisser les puissances appelées via un pilotage plus fin, un écrêtage des pointes. Et ça va être potentiellement aussi réévaluer le régime de fonctionnement global, les températures, les plages horaires pour un peu augmenter les heures utiles de la pompe à chaleur. Après, dans le cas voilà, d'une pompe à chaleur qui serait inadaptée ou des performances dégradées, ça serait voilà, peut-être reconfigurer au niveau hydraulique ou thermique les débits, échangeurs, température de source et d'émission. Et après, en dernier recours, vraiment, ça serait de remplacer complètement la pompe à chaleur par une pompe à chaleur qui serait plus adaptée aux besoins. Voilà. Dans tous les cas, les bonnes pratiques à garder en tête, à la conception, c'est voilà, que le bureau d'études thermiques auquel on fait appel, et voilà, il faut qu'il cherche à optimiser le choix de la pompe à chaleur, voilà, qu'elle soit la plus performante en termes de voilà, coefficient de performance et coefficient de performance globale aussi, pour coller pardon, au mieux aux besoins thermiques, donc à la fois chaud, froid et aux chaudes sanitaires du bâtiment, et aussi aux caractéristiques du projet, de la source. Donc voilà, vraiment par rapport aux températures du sous-sol, par rapport aux températures aussi des émetteurs côté bâtiment. Voilà, il faut que tout ça soit pris en compte pour dimensionner de manière correcte la pompe à chaleur, en évitant les surdimensionnements qui génèrent des investissements plus importants sur voilà, toutes les parties de la pompe du système de géothermie, et de bien adapter la pompe à chaleur aux émetteurs, de préférence avoir des émetteurs évidemment basse température, intégrer les besoins de froid, de géocooling aussi dans le dimensionnement dès le début, c'est important. Voilà, ça va être, enfin voilà, ça va aussi donc modifier le dimensionnement de la pompe à chaleur, et évidemment c'est de rechercher le meilleur coefficient de performance globale de l'installation dans les conditions réelles d'exploitation, et voilà, de pouvoir réduire au maximum les écarts entre les températures de la source et d'émission voilà, dans le bâtiment pour voilà, maximiser le coefficient de performance. Bon, je vais accélérer un peu. Donc cette partie sur l'asservissement des auxiliaires à la pompe à chaleur, donc qui est un autre point. On va le traiter aussi dans la partie réalisation. Donc je vais peut-être passer rapidement sur cette partie parce que je vois que le temps avance. Euh, mais bon, voilà, l'idée, c'est que voilà, les défauts qu'on peut avoir voilà, dans le cadre des asservissements des auxiliaires à la pompe à chaleur. Donc c'est l'absence ou
le mauvais asservissement de ces auxiliaires directement à la pompe à chaleur. Donc quand on parle des auxiliaires, hein, c'est les pompes de circulation qui vont être situées en amont et en aval de la pompe à chaleur. Donc en amont, la pompe de circulation, elle va permettre de faire circuler le fluide depuis la source, donc depuis les sondes géothermiques ou alors depuis la nappe jusqu'à la pompe à chaleur. Euh, donc c'est aussi assuré par une pompe immergée dans le cas d'un doublé de forage. Et après en aval, donc plutôt côté condenseur de la pompe à chaleur, la pompe de circulation elle va permettre d'alimenter les circuits secondaires du bâtiment. Et à savoir, forcément, la pompe à chaleur, elle fonctionne pas en permanence, étant donné que voilà, les besoins de chaud, de froid d'un bâtiment, ils sont pas constants sur l'année. Et du coup, l'idée, c'est que dès la phase de conception, il faut veiller à ce que ces pompes de circulation elles soient asservies à la pompe à chaleur. Ce qui veut dire, c'est que leur fonctionnement, il va être piloté directement par celui de la pompe à chaleur. En fait, les pompes de circulation, donc qui sont ces auxiliaires, elles vont démarrer que lorsque la pompe à chaleur démarre et elles s'arrêteront quand la pompe à chaleur s'arrête. Et en fait, voilà, le défaut qu'on peut avoir, c'est que, en fait, n'a pas, on n'a pas ça qui se produit, mais en fait, potentiellement, les pompes de circulation, elles fonctionnent en continu. Et donc, voilà, ce qu'on peut avoir comme conséquence, forcément, c'est une augmentation des consommations d'électricité, une usure prématurée de la durée de vie de ces équipements, une diminution voilà, du rendement moyen de l'installation, puisqu'on va consommer plus d'électricité, et globalement une augmentation des coûts d'exploitation et de maintenance. Donc, juste ce que je vais vous montrer, c'est les deux graphiques qu'on a à droite qui représentent un peu la notion d'asservissement. Donc, dans le premier cas, on a une pompe de circulation qui va être non asservie, et donc le fonctionnement, en fait, il va être vraiment continu. C'est ce qu'on voit en vert. Et dans le deuxième cas, la pompe immergée dans le forage, elle est arrêtée lorsque la pompe à chaleur elle est aussi à l'arrêt. Et en fait, forcément, on voit en fait, voilà, que on a vraiment un très plein en haut et en bas, on a une pompe de circulation qui est asservie et donc qui va forcément s'arrêter au bon moment. Et donc, voilà ce que je peux vous présenter. Je continue à passer rapidement. Euh, Bon, ça, on vous présentera ça dans la partie réalisation. Alors là, juste peut-être un tableau pour vous montrer que ce tableau-là, il illustre un peu les coûts énergétiques et financiers qu'on peut avoir qui sont liés au non-asservissement de la pompe de circulation. Donc, vous avez sur la colonne la première, donc une pompe qui va être non asservie. Et sur la deuxième colonne, une pompe asservie. Et donc, on va avoir le temps de fonctionnement en heures, donc qui va être forcément beaucoup plus important pour une pompe non asservie. L'énergie annuelle qui va être consommée par cette pompe. Et le coût voilà, qu'on va avoir en termes financiers donc de cette surconsommation. On le voit, le gain avec l'asservissement à droite. En fait, on divise par deux la facture énergétique de la pompe de circulation. Alors, je vais passer rapidement aussi, mais donc les moyens forcément de résolution voilà, cette anomalie, ça va être forcément d'adapter correctement l'asservissement de ces pompes de circulation à la pompe à chaleur en voilà, faisant les bons liens, les bons raccordements électriques dans l'armoire de commande. Donc ça peut être réalisé par directement un professionnel qui va être habilité. Et donc la bonne pratique, c'est forcément de voilà, veiller dès la conception à ce que ces pompes auxiliaires soient bien asservies à la pompe à chaleur en établissant cette communication voilà, entre ces deux organes. C'est juste une connexion électrique entre voilà, la carte électronique de la pompe à chaleur qui va donner l'information et à la pompe et la carte de la pompe auxiliaire qui va recevoir l'information voilà, via un contacteur. Donc ça, il faut que ce soit intégré dès la conception. Je continue donc sur les débits d'irrigation de la pompe à chaleur.
donc soit au niveau de la source ou du secondaire. En fait, la pompe chaleur, elle est constituée d'un circuit fermé là qu'on peut voir à droite, dans lequel va circuler un fluide frigorigène. On a quatre organes principaux, l'évaporateur, le compresseur, le condenseur et le détendeur. Et en fait, ce fonctionnement, il est assuré à condition d'avoir forcément certains débits de fluide dans tous ces organes. Et un défaut courant qu'on a, une anomalie, c'est d'avoir des débits dérivation côté évaporateur, donc à gauche, ou alors côté condenseur à droite, qui vont être trop faibles et qui vont être inférieurs à ceux qui sont préconisés par typiquement les constructeurs de pompes à chaleur. Et en fait, voilà, ce défaut, ça va pouvoir causer des dysfonctionnements de la pompe à chaleur. Euh, les causes de ces débits insuffisants, la plupart du temps, donc en nappe, ça va être un mauvais dimensionnement de la pompe de forage, des filtres encrassés, euh, voilà, des crépines colmatées. En termes de sonde, souvent, ça va être plutôt des circulateurs qui vont être tout simplement mal dimensionnés, un mauvais réglage de la vanne, du débit de la vanne TA qui va être voilà, soit ce réglage il sera incorrect, soit juste il sera pas réalisé. Ça peut être aussi juste un mauvais taux de glycol, un mélange incorrect. Enfin voilà, il peut y avoir différentes causes. Les conséquences, c'est qu'on va avoir une sous-irrigation au niveau de ces échangeurs, donc au niveau de l'évaporateur et du condenseur, qui va entraîner une baisse des performances de la pompe à chaleur par l'augmentation de la température de sortie euh, de l'échangeur côté condenseur ou la baisse de température de sortie côté évaporateur. Une sous-irrigation du coup côté condenseur, ça peut affecter la pérennité de la pompe à chaleur en entraînant notamment un arrêt prématuré de la pompe à chaleur, car sa température maximale en sortie de condenseur, elle va être rapidement atteinte. Et donc, forcément, on va avoir une chute du coefficient de performance et un risque de coupure euh, haute pression. Et côté évaporateur, si on n'a pas assez de débit, de la même manière, on va avoir une chute du coefficient de performance, une perte de puissance et un risque de coupure basse pression. Les conséquences, ça va être des usures prématurées de ces organes-là et une augmentation des consommations électriques et des coûts d'exploitation. Euh, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Les moyens de résolution voilà, de ces anomalies, si on y est exposé, ça va être en termes d'exploitation de nettoyer régulièrement les filtres des circuits évaporateurs et condenseurs, de pouvoir ajuster ou alors, dans le pire des cas, remplacer les circulateurs qui seraient inadaptés et de pouvoir réduire un peu aussi les pertes de charge qui pourraient être dues au dimensionnement du circuit hydraulique. Pour éviter tout cela, donc les bonnes pratiques à garder en tête, voilà, dans le but aussi de conserver les performances prévisionnelles de la pompe à chaleur, c'est de dimensionner précisément les débits de sorte à avoir des écarts de température optimaux, donc c'est-à-dire environ 4-5 degrés côté évaporateur et environ 5-7 degrés côté condenseur. Et du coup, c'est aussi globalement de dimensionner l'ensemble des équipements hydrauliques, euh, donc soit circulateur, voilà, diamètre du réseau, les échangeurs, de le bien dimensionner afin de limiter toutes les pertes de charge et aussi de bien intégrer la maintenance, donc voilà, la maintenance sur tous ces organes, notamment en termes de filtres, etc.